Je m'appelle Joseph Ferrand. J'ai 80 ans. Et j'ai besoin de vous dire quelque chose que j'aurais aimé comprendre bien plus tôt, avant de donner les années les plus fortes de ma vie à un travail que je respectais, mais qui ne méritait pas toujours autant de moi. J'ai travaillé pendant des décennies. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai été sérieux. J'ai été discipliné. J'ai continué quand beaucoup disaient que c'était la chose la plus prudente à faire. Mais maintenant que j'ai 80 ans, avec assez de recul pour voir les choses clairement, je peux vous dire ceci avec honnêteté. Continuer à travailler après 40 ans et surtout après 55 ans est une décision qui mérite beaucoup plus de réflexion que la plupart des gens ne lui en donnent. Vous voyez, je ne parle pas seulement d'argent, je parle d'énergie, je parle de santé. Je parle des années où l'on peut encore bouger facilement, voyager sans trop de fatigue, apprendre quelque chose de nouveau, changer son rythme de vie, rencontrer de nouvelles personnes et profiter du temps sans avoir l'impression de courir. Je ne le savais pas à l'époque, mais ces années ne sont pas infinies. Quand on les vit, elles semblent normales. Quand on se retourne, on comprend qu'elles étaient précieuses. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. J'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle dans les bibliothèques. J'ai commencé jeune, à ranger des livres, et j'ai terminé en dirigeant un réseau de bibliothèques publiques à Paris. J'étais fier de mon travail. J'aimais l'idée de servir les autres, j'aimais l'ordre, j'aimais la discipline, j'aimais l'idée d'être utile. Honnêtement, j'y crois encore. Le travail m'a donné une structure, le travail m'a donné un rôle. Le travail m'a permis de construire une vie stable pour ma femme, Catherine, et pour nos enfants. Le travail m'a aussi permis de bâtir ma sécurité financière pas à pas. Je n'ai pas hérité d'une fortune, je l'ai construite lentement. J'ai investi, j'ai économisé, j'ai acheté de l'immobilier avec prudence, j'ai attendu, j'ai gardé mon calme. Alors, quand je parle du travail, je ne parle pas comme un homme amer, je parle comme un homme qui l'a respecté profondément. Mais justement, ce respect peut devenir un piège si l'on n'y prend pas garde. Il peut devenir une habitude si forte qu'on cesse de se demander si elle sert encore notre vie. Et voici ce que je ne comprenais pas à l'époque. Beaucoup de gens continuent à travailler parce que cela leur semble responsable, même quand ils n'en ont plus vraiment besoin, même quand le stress devient plus lourd, même quand le plaisir a disparu, même quand leur corps commence à leur envoyer de petits avertissements. Ils se disent qu'ils arrêteront l'année suivante, puis l'année suivante arrive, puis une autre, puis encore une autre. C'est là que le piège se referme. Mais sur le moment, cela ne ressemble pas à un piège. Cela ressemble simplement à une année de plus, un salaire de plus, un bonus de plus, une petite marge de sécurité de plus. Vous voyez, j'ai observé ce scénario encore et encore. Je l'ai vécu moi-même par moments, et je l'ai vu chez des amis, chez des collègues, chez des hommes et des femmes qui avaient passé toute leur vie à faire ce qu'il fallait. Ils disaient qu'ils étaient fatigués, ils disaient que le travail avait changé, ils disaient que la pression n'était plus la même. Il parlait de retraite bientôt. Ce mot peut vous voler des années si vous n'y faites pas attention. Bientôt peut devenir 5 ans. Bientôt peut devenir 10 ans. Bientôt peut devenir précisément cette période de vie où l'on avait encore sa force. C'est pour cela que je veux dire quelque chose très clairement. Les années entre 55 et 65 ans ne sont pas des petites années. Ce ne sont pas des années d'attente. Ce ne sont pas des années qu'on traverse en pilotage automatique avant d'entrer dans la vraie vieillesse. Ce sont, pour beaucoup de gens, la jeunesse des années de senior. J'aime cette expression parce qu'elle dit la vérité. À 58 ans, à 60 ans, à 63 ans, beaucoup de personnes ont encore assez de santé pour voyager, marcher longtemps, apprendre une nouvelle activité, changer leur routine, découvrir un sport, rejoindre un groupe, faire des projets ou simplement vivre plus librement. Laissez-moi vous expliquer. Quand on arrive à 80 ans, quelque chose a souvent changé. Parfois c'est le cœur, parfois c'est l'équilibre, parfois c'est l'énergie, parfois c'est un cancer, parfois c'est un AVC, parfois c'est une douleur qui ne part plus jamais vraiment. Bien sûr, tout le monde ne perd pas sa santé tôt. Il y a des gens solides jusqu'à un âge avancé. Mais il y en a beaucoup qui ralentissent avant cela. Nous le savons tous. Nous l'avons vu autour de nous. Je ne le savais pas à l'époque, mais la bonne santé a une drôle de manière de se faire passer pour quelque chose de permanent,
juste avant de commencer à s'en aller. C'est l'un des tours les plus cruels de la vie. On pense avoir encore du temps parce qu'aujourd'hui semble normal. Puis un diagnostic change tout. Une chute change tout. Une opération change tout. Une année de fatigue change tout. Et soudain, le voyage qu'on pensait faire devient plus compliqué. L'activité qu'on voulait apprendre paraît trop difficile. Les longues marches, le vélo, la danse, les cours, les déplacements faciles, tout cela n'est plus aussi simple. Alors, quand on me demande quel est mon conseil honnête pour quelqu'un qui travaille encore après 40 ans, je réponds qu'il faut commencer à y penser maintenant, pas plus tard. Et quand la personne a dépassé 55 ans, je lui dis d'y penser très sérieusement. Honnêtement, c'est cela le vrai message. Pas la panique, pas une fuite, pas un fantasme de retraite parfaite, de la lucidité. Arrêtez de traverser les années les plus utilisables de votre seconde moitié de vie comme si elles allaient vous attendre. Elles ne vous attendront peut-être pas. Je veux être juste. La retraite anticipée n'est pas faite pour tout le monde. Certaines personnes ont vraiment besoin du revenu. Certaines aiment encore leur travail. Certaines ont besoin de plus de temps pour construire une sécurité suffisante. Je le respecte totalement. Je ne dis pas à tout le monde d'arrêter dès que possible. Je dis qu'il ne faut pas traiter 65 ans comme un nombre magique simplement parce que la société le répète. Trop de gens avancent vers cet âge sans jamais se poser la bonne question. Si j'ai déjà assez, pourquoi est-ce que je continue à donner des années que je ne pourrai jamais racheter? Vous savez ce qui m'a le plus surpris? À quel point il est difficile pour beaucoup de gens de prendre leur retraite, même quand les chiffres disent qu'ils le peuvent. J'ai vu des personnes intelligentes se figer. J'ai vu des personnes prudentes hésiter. J'ai vu des gens qui n'aimaient plus leur travail continuer quand même. Pourquoi? Parce que le travail n'est pas seulement une question d'argent. Le travail devient une identité. Le travail devient une routine. Le travail devient une preuve qu'on compte encore. Sans lui, beaucoup de gens se sentent perdus. Ils ont peur de manquer de structure. Ils ont peur de devenir inutiles. Ils ont peur de faire une erreur. Alors ils choisissent l'inconfort familier du travail au lieu de la liberté inconnue de la retraite. Je comprends cette peur. Vraiment. Même après avoir construit mon patrimoine avec patience, même après avoir préparé mes finances, il y a eu des moments où je voulais encore plus de certitude, plus de marge, plus de sécurité, plus de preuves que tout irait bien. Et au premier regard, cela paraît sage. Mais il y a un coût caché. Plus de certitude coûte souvent plus de temps. Plus de temps au bureau, plus de temps sous pression, plus de matins pressés. Plus de soirées trop fatiguées pour vivre vraiment. Et voici ce que je ne comprenais pas à l'époque. Si je travaillais encore 5 ans pour me sentir plus en sécurité, je ne gagnais pas cette sécurité gratuitement. Je la payais avec 5 vraies années de vie. C'est un échange très sérieux. On ne devrait jamais le faire sans réfléchir profondément. Quand les gens pensent à la retraite, ils se concentrent presque toujours sur une seule question. Est-ce que j'ai assez d'argent? Bien sûr que c'est important. Personne ne veut manquer. Personne ne veut devenir un poids pour sa famille. Personne ne veut vivre vieux avec la peur au ventre. Je comprends cela parfaitement. Mais la vraie question est plus difficile. Combien de sécurité est suffisant? Très peu de gens le savent vraiment. Même des gens intelligents ne savent pas répondre. C'est là que la planification financière devient utile. Quand un professionnel aide quelqu'un sur ce sujet, il commence généralement par les dépenses. À quoi ressemblera la vie? Combien coûteront le logement, la nourriture, les voyages, la santé, les impôts, le quotidien? Ensuite, il fait des projections. Il utilise des outils pour estimer la probabilité que l'argent dure jusqu'à la fin de la vie. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une garantie, c'est une probabilité. On peut entendre 85%, 90%, 95%. Cela veut dire que le plan tient dans beaucoup de scénarios possibles, pas dans tous. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. Un plan de retraite repose sur des hypothèses. L'inflation est une hypothèse. Les impôts sont une hypothèse. Les rendements des marchés sont une hypothèse. La durée de vie est une hypothèse. Les coûts de santé sont une hypothèse. Les changements de loi sont des hypothèses. Honnêtement, personne n'a de certitude parfaite. Personne. Ni moi, ni vous, ni les prudents, ni les riches. Ce qu'on peut avoir,
c'est une estimation sérieuse. Et cela compte. Oui, je pense qu'un bon conseiller financier reste souvent la meilleure option. Un bon conseiller peut vous aider à tester des choix, à repérer les points faibles, à construire quelque chose de plus réaliste. Mais je sais aussi que beaucoup de gens ne travailleront jamais avec un conseiller. Peut-être qu'ils ne le veulent pas, peut-être qu'ils ne le peuvent pas, peut-être qu'ils préfèrent faire le travail eux-mêmes. Je le comprends. Si vous êtes dans ce cas, je vous en prie, ne confiez pas une décision aussi grande à un simple tableau Excel. Je le dis avec respect. Un tableau a l'air propre, il a l'air sérieux, il donne une impression de contrôle. Mais une seule erreur de formule, une seule hypothèse fausse, une seule règle fiscale oubliée, une seule dépense mal estimée, et toute l'image devient trompeuse. J'ai vu des gens se sentir en sécurité parce qu'un tableau bien rangé leur montrait ce qu'ils avaient envie de voir. C'est dangereux. Utilisez des outils conçus pour la retraite. Utilisez quelque chose qui permette de tester plusieurs scénarios. Rendez le mensonge à soi-même plus difficile. Même avec une bonne préparation, vous pouvez obtenir un résultat qui vous met mal à l'aise. Par exemple, une analyse peut dire que vous avez 85% de chances de ne jamais manquer d'argent. Beaucoup de gens entendent cela et se fixent seulement sur les 15% restants. Ils se disent « c'est trop risqué, je dois travailler plus longtemps ». Mais vous voyez, ce chiffre a besoin de contexte. Un taux de réussite de 85% ne veut pas dire catastrophe. Cela veut dire qu'il existe une chance qu'il faille ajuster les choses plus tard. Dépenser un peu moins, reporter une dépense, faire du conseil, reprendre un petit travail, s'adapter. Ce n'est pas la même chose qu'un désastre. Et c'est là que le vrai choix apparaît. Si vous travaillez encore 5 ans pour passer de 85% de confiance à 97%, qu'avez-vous réellement fait? Oui, vous avez réduit une partie de l'incertitude, mais vous avez aussi garanti que vous abandonniez 5 années. Cette partie-là n'est pas une probabilité, elle est certaine. Les années supplémentaires au travail sont réelles à 100%. Le problème futur que vous essayez d'éviter n'est encore qu'une possibilité. Je veux que vous sentiez cela, parce que beaucoup de gens ne le regardent jamais en face. Je me souviens d'un homme, pas très différent de moi, qui avait largement de quoi arrêter. Il avait travaillé dur, il avait des économies, il avait des placements, il avait une femme qui voulait voyager pendant qu'ils en avaient encore la force. Il répétait toujours « encore une année ». Puis sa santé a changé. Rien de spectaculaire au début, juste de la fatigue, puis des examens, puis un traitement, puis des limites. Il n'a pas été ruiné financièrement, mais il a perdu des possibilités. Et cela m'est resté dans le cœur. Je me souviens aussi de personnes qui ont arrêté plus tôt, non pas par imprudence, mais avec réflexion. Elles ont pris des cours, elles ont vu davantage leurs petits-enfants, elles ont construit des journées autour de la marche, de la lecture, du calme, du repos, de la communauté. Leur vie n'était pas parfaite, personne n'a une vie parfaite, mais elle semblait plus légère, leur temps leur appartenait. C'est pour cela que je fais attention au mot « optimiser ». Beaucoup de gens pensent qu'optimiser sa vie, c'est tirer le plus d'argent possible jusqu'au dernier jour. Moi, non. Pour moi, optimiser sa vie, c'est utiliser l'argent pour protéger le temps, la santé, la dignité et la liberté. Cela veut dire ne pas mourir avec le compte le plus rempli possible, mais avec le sentiment d'avoir vraiment vécu pendant qu'on le pouvait encore. Vous voyez, l'argent n'est utile que s'il soutient une vie meilleure. S'il vous garde seulement plus longtemps dans un rythme stressant dont vous n'avez plus besoin, alors ce n'est plus vous qui utilisez l'argent, c'est l'argent qui vous utilise. Je ne suis pas devenu riche rapidement, je suis devenu solide lentement. Et quand j'ai compris qu'assez pouvait réellement être assez, ma manière de penser a changé. Sans cela, on peut courir après un chiffre pendant toute sa vie. Honnêtement, c'est là que j'aimerais que plus de gens parlent avec leur version âgée. Je le fais souvent maintenant. J'imagine le Joseph de 70 ans, puis celui de 75 ans, puis celui de 80 ans. Je lui demande ce qui comptait vraiment. Je lui demande ce qui lui manque. Je lui demande ce qui avait l'air important sur le moment, mais ne l'était pas tant que cela. Et la réponse n'est presque jamais
J'aurais aimé passer plus d'après-midi à répondre à des courriels. La réponse n'est pas « j'aurais aimé retarder encore ce voyage ». La réponse n'est pas « j'aurais aimé attendre plus longtemps avant de profiter de ma santé ». Non. La version âgée de moi valorise le temps, la liberté, le calme, les repas avec ma famille, les matins sans hâte, les voyages quand marcher était encore facile, et la possibilité de dire oui à la vie avant que la vie commence à me répondre non. Je veux que vous fassiez la même chose. Imaginez-vous à 65 ans, puis à 70, puis à 75, puis à 80, peut-être plus lent, peut-être plus fatigué, peut-être avec plus de médicaments que prévu, peut-être avec moins d'énergie que ce que vous aviez imaginé. Demandez à cette version de vous-même quels conseils elle vous donnerait. Demandez avec honnêteté. Demandez sans essayer de gagner l'argument. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? Quand on fait cela sérieusement, la réponse devient souvent plus simple. Pas facile, mais plus simple. La réponse ressemble souvent à ceci. Ne gaspillez pas vos années de bonne santé sans raison valable. Cela ne veut pas dire être irresponsable. Cela ne veut pas dire ignorer ses finances. Cela ne veut pas dire faire comme si le risque n'existait pas. Cela veut dire regarder les deux côtés de l'équation. L'argent compte, bien sûr, mais la vie n'est pas seulement un calcul. Le temps fait partie du calcul. La santé fait partie du calcul. L'énergie fait partie du calcul. La curiosité fait partie du calcul. La joie fait partie du calcul. J'ai 80 ans aujourd'hui. Je lis encore chaque jour. Je marche encore. Je pratique toujours le tai chi. Je peins encore l'après-midi. Je m'assois encore avec Catherine pour parler de livres, de famille et de voyages. Je suis reconnaissant pour tout ce que je peux encore faire. Mais je sais aussi que je fais certaines choses plus lentement. Je sais que mon corps parle plus fort qu'avant. Je sais que je récupère moins vite. Je sais que certaines portes ne restent pas ouvertes éternellement. C'est pour cela que je vous parle ainsi. Pas pour vous faire peur, pour vous réveiller avec douceur. Si vous travaillez encore après 40 ans, commencez cette conversation maintenant. Si vous travaillez encore après 55 ans, commencez-la avec sérieux. Regardez vos chiffres honnêtement. Regardez votre stress honnêtement. Regardez votre santé honnêtement. Regardez votre joie honnêtement. Et voici ce que je ne comprenais pas à l'époque. Beaucoup de gens attendent une certitude parfaite, et pendant qu'ils attendent, la vie leur envoie discrètement la facture. S'il vous plaît, ne laissez pas l'habitude, la peur ou la pression sociale prendre cette décision à votre place. Posez tout cela sur la table. Regardez-le en pleine lumière. Parlez-en avec votre épouse, votre mari, votre famille. Faites les calculs. Puis choisissez de façon consciente, pas par défaut. Si ce message vous parle, ne vous contentez pas d'acquiescer et de passer à autre chose. Asseyez-vous après cette vidéo et posez-vous une vraie question. Si je continue exactement comme aujourd'hui pendant encore 5 ans, est-ce que la version plus âgée de moi m'en remerciera? J'aimerais vraiment que vous me répondiez dans les commentaires, parce que je crois que plus de gens ont besoin d'entendre cette conversation à voix haute. Et si vous aimez ce genre de réflexion calme, utile et honnête sur le travail, l'argent, la retraite et les choix importants de la seconde moitié de la vie, abonnez-vous et restez avec moi. Je partage cela parce que je ne veux pas que des personnes sérieuses traversent leurs années les plus importantes en dormant les yeux ouverts. Et si cela vous a apporté quelque chose d'utile, laissez un like pour que d'autres puissent tomber sur ce message eux aussi. Puis continuez avec la vidéo suivante, parce que la vraie question n'est pas seulement de savoir si vous pouvez arrêter de travailler. La vraie question, c'est de savoir comment faire en sorte que les années qu'il vous reste comptent vraiment.